17h à 19h, j'officierai seul ce soir. Cécile de Ménibus ne sera pas avec nous. On la retrouvera bien évidemment lundi à 17h et on l'embrasse. Nos 3 vraies voix du soir. Il a osé me demander d'avoir de la tenue comme Cécile n'est pas là. Alors avoir de la tenue avec lui, ça me paraît compliqué. Bonsoir Philippe Bilger. Vous avez eu des propos discutables. Non, c'est vous qui avez mal entendu. Vous avez mêlé des notions. Ça va, Philippe Bilger? Ah, je vais en pleine forme. Président de l'Institut de la Parole. Il est avec nous. René Chiche, journaliste pour le site idbox.com et pour Galaxy TV. Bravo. Bonsoir bravo. René Chiche. Eh bien, bonsoir Philippe David. Oui. Pour vous, avoir de la tenue, j'ai quelques doutes aussi, soit dit en passant. Et on va prendre celui qui, pour moi, est le plus dans la capacité d'avoir une certaine tenue, Merci, puisqu'il a mon cher officié Philippe. dans les troupes d'élite de la police. Ouais. Merci, mon cher Bruno Philippe. Pomar, ancien membre du RAID, bonsoir. Toujours un bonheur de vous retrouver, mon cher Philippe. Bon, Cécile n'est pas là, mais par contre, très heureux de retrouver Et puis, Philippe Bilger qui n'a pas changé. Par contre, René Chiche, depuis qu'il a fait Cannes, il est complètement perché. Hein. Eh bien, écoutez, on va en reparler tout à l'heure. Allez, à 17h, tout de suite. Donc, le grand débat, redonner davantage la parole aux Français par le biais du référendum, c'est l'une des principales propositions avancées par David Lisnard, le maire de Cannes et candidat déclaré à la présidentielle de 2027, souhaite notamment instaurer le RIC et permettre le référendum d'initiative citoyenne et permettre aux électeurs de se prononcer sur des sujets aujourd'hui exclus du champ référendaire comme l'immigration, la justice ou encore l'école. Et on vous pose cette question, comme le propose David Lisnard, faut-il étendre le champ du référendum? Vous dites oui à 96%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger. Oui. Élargissement ou pas du référendum? oui, je ne prends aucun RIC. Non, pas d'élargissement. Pas d'élargissement. Bruno Pomar. Oui, totalement, puisque l'Assemblée nationale ne peut plus légiférer, donc c'est bien, sur certains grands sujets. Mais Ah, vous dis- développez, vous n'aurez plus à Non, on parler. développera après. excusez-moi. À 18h30, la question du soir. Il y a 40 ans aujourd'hui disparaissait Coluche. Et 40 ans après sa mort, il reste une référence incontournable de l'humour français. Disparu il y a donc 40 ans, le 19 juin 86, dans un accident de moto, le fondateur des Restos du Cœur a laissé derrière lui des sketchs entrés dans la culture populaire. Mais certains de ces textes feraient aujourd'hui polémique pour leur ton jugé sexiste, misogyne ou raciste. Et on vous pose cette question. 40 ans après sa mort, Coluche serait-il banni aujourd'hui? Eh bien, vous dites oui à 87%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger, est-ce que Coluche serait banni aujourd'hui? Non. Oh, totalement. Totalement. Ben moi, je suis totalement sur la ligne de notre ami Bruno Pomar. Allez, c'est parti. Ça devrait vous inquiéter. Tirez le micro vers vous, on vous entend pas, Philippe Bilger. Et le micro est trop loin. Mais c'est pas la peine de l'arracher. Allez, D'une c'est parti violence. pour le grand débat. Et nous sommes avec Muriel de Béziers. Bonsoir Muriel. Bonsoir Philippe et bonsoir à vos invités. Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est la question du soir. Vous me répondez par oui ou par non. Est-ce qu'il faut... C'est oui tout de suite. Ah bah oui, mais laissez-moi poser la question. Bon, on va y aller. Entendu? Ah non. Est-ce qu'il faut étendre le champ du référendum? Ah oui, tout à fait. Eh bien écoutez, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez plus de référendums? Vous n'en voulez plus du tout? Ou vous en voulez régulièrement? Appelez-nous au 0826 300 300. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche et Bruno Pomar. Et c'est notre grand débat. Est-ce que, comme le propose David Lisnard, il faut étendre le champ du référendum? Vous dites oui à 96%, avec beaucoup de commentaires sur notre chaîne YouTube. On a Robert qui dit référendum qui n'est pas respecté comme en 2005. On comprend beaucoup de déceptions. On a May qui nous dit il faut des référendums pour tout. Et on a Albert qui dit étendre le référendum, c'est supprimer le Parlement et le Sénat, c'est-à-dire l'utilité du Parlement. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Alors Muriel de Béziers, vous êtes pour l'extension du champ du référendum? Ah, complètement. Complètement. Maintenant, moi je suis David Lisnard parce que je trouve que il sort un peu... D'abord, il est président des maires de France, ce qui est très important. D'autre part, je suis comme la Suisse, c'est-à-dire que j'aime bien qu'on me demande mon avis. Alors, pas pour tout et n'importe quoi, mais sur les sujets principaux. On nous a toujours promis des référendums, on n'a jamais rien vu venir. Alors, j'espère et je souhaite ardemment que David Lisnard, je l'écoute, je le suis, il va mettre en place. Par contre, il va falloir qu'il change pas mal de choses au-dessus. Hein. Alors, on va faire réagir les vraies voix. Philippe Bilger.
Alors, moi, je suis évidemment partisan de ce qu'a proposé David Lisnard, mais entendons-nous bien, le référendum n'est pas un processus qui doit remplacer le Parlement. Mais il est évident qu'il y a des sujets de type universel dans le débat national qui ne pourront être résolus qu'à partir de l'accroissement du référendum et d'une volonté populaire majoritaire qui battra en brèche tous les corporatismes. Et ce qu'il y a d'intéressant, et je finis là-dessus, mon cher Philippe, c'est que la proposition de David Lisnard rejoint celle d'autres responsables politiques, quel que soit leur bord. Je pense à Éric Zemmour ou à d'autres, et donc elle peut obtenir un aval relativement majoritaire. René Chiche. Eh bien, moi, je ne suis pas favorable à cet élargissement. Je vais vous expliquer pourquoi, pour différentes raisons. Je vais avoir un petit peu de temps, si possible. D'abord, quand j'entends le mot référendum, moi, maintenant, j'ai l'impression que pour les hommes politiques, c'est un petit peu la potion magique ou la recette miracle pour se débarrasser de certains sujets qu'ils n'arrivent pas à trancher eux-mêmes, alors que pour moi, la hauteur de quelqu'un qui se veut comme homme d'État est de proposer un projet, une idée, et de l'imposer politiquement après qu'il ait été élu. Parce que déjà, pour moi, le premier référendum, c'est l'élection. Vous voyez ? Pour moi, le référendum, c'est l'élection, il n'y a pas d'autre chose. Mais en plus, il y a plusieurs d'autres choses qui me gênent dans les référendums. Surtout si c'est des référendums à profusion. Déjà, souvent, les gens votent non pas de manière, je dirais, référendaire, mais de manière un peu plébiscitaire. Vous voyez ? Ils votent plutôt contre un projet, contre une personne. Ils votent pas vraiment par adhésion. Deuxièmement, il faut que les questions soient quand même très simplistes, très simples, pour que les gens répondent. Oui, par exemple, Pourquoi les Français sont cons? non, parce que c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est non, que, mais non, mais par exemple, si vous proposez, par exemple, si pas trop long. si Non, mais on- oui, voilà, si c'est pas trop long. Mais oui, bon. non, mais attendez. Non, mais je développerai. Vas-y, Bruno, je Non, développe mais après, vas-y. franchement, j'ai l'impression que René Chiche, évidemment, ne s'est pas remis de son déplacement à Cannes. Hein, je suis un peu obsédé par je vais à Cannes. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais je crois que on voit qu'on a une Assemblée nationale qui est complètement sclérosée. 3 partis. C'est pas le On problème. fait rien, il y a rien qui sort. 3 blocs. Il y a des, oui, Trois 3 blocs, oui, oui, 3 voilà. partis, 3 blocs. Oui. Des ajustements sur des lois, c'est tout. Je pense que sur des cas graves. Tiens, je pense par exemple, j'y pensais tout à l'heure, la castration chimique pour Non, les violeurs de mais gosses. justement. Pourquoi ça passerait pas par un Mais référendum? non, alors justement, peut-être que tu Ah bon enfin, vous m'avez peut-être mal compris ce que je veux dire, c'est une question simpliste. Non, mais- On peut pas faire des référendums sur n'importe quel sujet, vous voyez. Parce Et que pourquoi sinon, Ah, parce mais que, tiens. laissez-moi terminer. Les Français Parce sont que trop après, bêtes. c'est la stabilité de la République qui, à mon avis, doit être va être mise en cause. On peut pas faire des référendums sur la castration Pourquoi? chimique. Mais pourquoi? Mais parce qu'on peut pas faire des référendums tous les. Alors c'est comme ça, on va faire des référendums Mais c'est sur pas plein tous de les sujets. Mais il y en a jamais eu quasiment. Mais Mais c'est- c'est- non, mais- Excusez-moi, le dernier, c'était il y a 21 Ouais. ans quand même. Oui, enfin il y a aussi Mais- il y a aussi un référendum quand même au niveau géographique à Notre-Dame-des-landes, hein, qui n'a pas été respecté d'ailleurs. Oui. mais c'est un référendum. Non, mais Alors, ça ouais, rentre enfin, c'était justement- vraiment hyper local. Non, hein. mais d'accord, mais Non, mais il y en a justement. eu un. Voilà. Oui. Mais là- on va pas mais faire un attendez. Pardon. Là où René a raison, d'ailleurs ça n'est pas incompatible avec votre point de vue, c'est le fait de dire qu'on ne peut pas faire un référendum sur tout et n'importe quoi. c'est pas ce que je dis, non Sur plus. des questions, un petit peu Bruno, Non. sur des questions dérisoires, Ouais, comme sur des choses gravissimes. Une fois que c'est remarquablement exprimé, on peut être d'accord avec René Chiche. Ça appelle au 0826 300 300, direction Bordeaux, s'il vous plaît. Bonsoir Cyril. Oui, bonjour, merci de vos émissions. Avec plaisir. Donc je suis pour les référendums, sauf que je n'y crois plus. Ah. La première élection présidentielle où on en a parlé de ça, une marotte, c'était Ségolène Royal contre Sarkozy, où elle a fait toute sa campagne en parlant de référendum, ça plaisait beaucoup. Qui l'a mis en place? Aujourd'hui, fait office de référendum, des outils de pétition à tire-larigot, ça passe, ça repasse, mais ça sert pas à grand-chose. Voir la pétition de Philippe de Villiers qui a recueilli 2 millions de signatures, dont on n'a rien fait. Nouveauté depuis quelque temps, c'est Alexandre Jardin, l'auteur connu, qui avec son fils Robinson essaye de lancer une application, on va voir ce que ça donnera, de référendum privé avec recensement des personnes qui votent grâce à un contrôle des pièces d'identité pour pouvoir confirmer que les votants sont uniques. D'accord. Et vous seriez par exemple qu'on puisse faire des référendums d'initiative citoyenne en disant à
on a eu beaucoup d'appels hier soir sur ce sujet, dans Les Vraies Voix font parler la France. Vous avez 1 million de signatures et tout est possible. C'est-à-dire vous avez 1 million de citoyens, moyennant contrôle d'une pièce d'identité, évidemment, et de la carte d'électeur. Par exemple, 1 million ou 2 millions ou 500 000 signatures, peu importe. Vous pouvez avoir un référendum, vous seriez pour, Cyril ? Alors, la mesure existe déjà dans notre 5e République. Ça s'appelle le référendum d'initiative partagée, mais ils ont mis tellement de barrières que c'est impossible d'en faire un. Parce que les signatures avaient été recueillies, je crois, c'était le mariage pour tous, où ça avait été recueilli. Oui, ben là, je vous coupe. Avant-hier, le Conseil constitutionnel a refusé sur la fin de vie en disant c'est fait pour le social et pas pour le sociétal. Bon, le Conseil constitutionnel, la parole m'appartient, aujourd'hui est un outil politique qui se prononce sur ce qui arrange le gouvernement. Totalement. Ça m'appartient. Alors, restez avec nous, Cyril. Moi, Philippe Bilger, je trouve que ce que dit Cyril, c'est très intéressant. Regardez, vous savez, comme disait Coluche à l'anniversaire de sa mort, la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Dernier référendum, on vote contre l'Europe. Le gouvernement ainsi que l'opposition, Sarkozy et Hollande, se sont assis dessus. Et aujourd'hui, on nous dit, on veut faire un référendum sur la fin de vie, et pour moi, ça ne devrait être tranché que par référendum. Et le Conseil constitutionnel, des gens non élus nommés au copinage à 95%, disent, ça n'aura pas lieu. Là, vous êtes trop dur. Attendez, vous exprimez. Ah non, mais attendez, si vous voulez que je vous donne les noms de ceux qui ont été nommés au copinage, il n'y a pas de problème. Une partialité choquante en tant qu'animateur. Ah bon ? C'est pas partial ? Si, totalement. Il y en a combien diplômés en droit constitutionnel dans le cas ? Ce qui est intéressant, dans le micro. Et je m'adresse notamment à Bruno, puisqu'on connaît le point de vue de René, c'est le fait, je crois, que tous les pouvoirs, sans exception, ils ont démontré qu'ils avaient peur du peuple. En réalité, ils ont peur de l'irruption du peuple. Vous ne croyez pas plutôt qu'ils le méprisent en plus d'avoir peur ? Je ne crois pas. Non. Sur certains, ils n'auraient peut-être pas. Mais en l'occurrence. Mais si, ils ont peur. Non, mais René Chiche, dans une démocratie, il y a l'élection. René Donc les Chiche, gens qui se présentent aux élections n'ont pas peur du peuple. René Chiche adore les électeurs. Le scrutin, on est bien d'accord. Du référendum. Non mais attendez. Il y a une peur du peuple parce que le référendum n'est jamais ce que veut David Lisnard, c'est des référendums un peu à profusion, excusez-moi. Non, mais non, mais c'est ce qu'il vient de dire. Bah si, excusez-moi, si. Sur plein de sujets, il veut faire des référendums. Vous êtes de l'excès. D'ailleurs, pour moi, il a lancé ça comme ça parce qu'il a. S'il vous plaît. Je peux vous dire que par contre, il y a certains sujets où je ne serais pas opposé à des référendums. Lesquels, par exemple ? Des très grands sujets, non pas. La fin de vie. Non, la castration chimique. Attendez. Non, parce que ce genre de sujets, vous voyez, vont diviser la société à tout va. Attendez, je termine. Vous êtes un sujet comme êtes-vous pour ou contre l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Voilà un sujet sur de l'Ukraine. Voilà. Là, vous inventez rien. Excusez-moi, il y a eu ce référendum-là en 1972 sur l'entrée du Royaume-Uni. Je vous parle de l'Ukraine, là. Mais René. Deuxième chose, un dernier sujet, une autre idée. Êtes-vous pour ou contre l'indépendance de la Corse ou de la Polynésie ? Vous voyez, ça, c'est les grands sujets. Mais les Français s'en foutent de ça. C'est des sujets de société. Alors, c'est vous qui prenez les Français pour les imbéciles. Non, pas du tout. Parce que vous voulez uniquement poser des sujets. Attendez, excusez-moi, René Chiche, je défends notre ami. Quand même, parce que c'est un peu seul, j'ai l'impression. Je vous rappelle qu'il y a eu un référendum sur la Nouvelle-Calédonie. Vous voulez me rappeler le taux de participation ? Ridicule. Oui, non, mais je me souviens. Voilà, ridicule. Et alors non, mais ça veut dire vous que... n'avez pas besoin de défendre Bruno Pomar. Non, mais ça veut dire qu'un référendum sur la fin de vie, ça mobiliserait beaucoup plus les gens. On laisse répondre Bruno Pomar. René, franchement, ce qui intéresse les Français, mais visiblement, vous êtes parti dans les nuages. Ah non, c'est très terre à terre. Ce qui intéresse, mais les trucs terre à terre, vous croyez que les Français sont intéressés pour un référendum par rapport à l'Ukraine ? Attendez. 90% s'en foutent. Attendez. Je vous dis. Par contre, quand je vous relis là, par exemple, un sujet aussi grave que la castration chimique, puisque c'est le sujet actuel avec le violeur. Je peux vous assurer que ça intéresse les Français. Mais on a 500 000 cas de gosses qui se font violer tous les ans. Ça intéresse les Français, ça. Mais bien sûr, on s'en fout. Mais c'est pas un sujet qui doit être un thème de référendum. René Chiche. La République, ce n'est pas uniquement faire des référendums sur des sujets de la vie quotidienne. René Chiche, Muriel veut réagir. Muriel, on vous écoute. Ah ouais, parce que là, ça devient c'est de la cacophonie. Allez-y, Muriel. Philippe, tenez-moi vos participants, sauf M. Pomar, avec qui je suis entièrement d'accord. Ah, merci. Laissez parler Muriel. Muriel, qu'est-ce que vous voulez répondre ? Le problème, et il l'a bien dit, M. Lisnard, ça va être le Conseil constitutionnel. Il va falloir changer
tous ces gens qui sont nommés par le président Macron, donc allez hop, on dégage, et là, Non, il aura les mains Alors, libres je pour vous faire arrête. des référendums. Attendez, je vous arrête. Il y en a 3 qui sont nommés par le président de la République, 3 par la présidente de l'Assemblée nationale et 3 par le président du Sénat. Ouais, les copains, quoi. Ah ouais, et la présidente de l'Assemblée nationale, elle est nommée par qui? Ah ben, elle est élue par les députés. Oui. Donc ça, Oui, c'est l'élection par les députés, comme le président du Sénat, soit dit en passant. Hein. Ouais. Mais il y a quand même je voudrais revenir à une question à tous. Oui. Le référendum, c'était l'essence de la 5e République sous le général de Gaulle. Oui, il en a fait 5. Oui, il en a fait 5 en combien de temps? Oui, en 11 ans. 11 ans, oui. Donc c'est quand même beaucoup. Oui, donc- il n'y en a plus un seul depuis 25 ans. Oui, mais regardez, cher Philippe. Voilà. ça- 21 ans, pardon. Mais Vous c'était savez justement- pourquoi, mon cher Philippe? Pour une raison. D'abord, vous avez raison en rappelant que c'était le seul Oui. qui était prêt à assumer le risque du référendum. Oui. Pour une raison simple, c'est qu'il était le seul qui en tirerait les conséquences. Oui. Il savait que lorsqu'il proposait un référendum, il le gagnait. Pas, il est légitime. non, pas vraiment en 69, Il le perd. mais attendez, et cher il est, Philippe. je finis, Oui. comme dirait, vous le dites souvent, et en fait vous ne terminez jamais, en réalité, et il le perd, et il est, Oui, mais évidemment, il excusez-moi, perd. mais les référendums sous le général de Gaulle, justement, ce n'étaient pas des sujets de société. Vous voyez, c'était 2 référendums sur l'Algérie, un référendum qui devait mettre en place l'élection au suffrage universel direct du président, Oui. et le premier référendum, c'est sur la Constitution de Que de la 58. cinquième On est plus dans la République. même période. Il y a eu celui de 69 sur la régionalisation, etc. Là, il est parti, d'accord. Oui, mais on est plus dans les mêmes en plus, moi, je vous dis, aujourd'hui, se lancer dans une bataille de référendums, bien sûr pas tous les mois, mais enfin, je sais pas, 2-3 référendums par an, à notre époque de désinformation totale, d'intoxication, de fausses informations, de manipulation, Donc, tu de parles- manipulation aux informations, Le mot de la fin. l'IA, etc. Attendez, C'est terrible. le mot On de a la connu fin ça en à Bruno Angleterre. Pomar. Eh bien, René Chiche prend les Français pour des bœufs. Mais pas du tout. Et moi avec. Mais Mais pas oui. du tout, mais pourquoi Mais si, parce je suis que- pas d'accord avec vous, je prends les gens pour des beaux. Mais si. Excusez-moi. Attendez, René. s'il vous plaît, un mot de la fin à Cyril. Pardon. Cyril, le mot de la fin, là, pour mettre tout le monde d'accord. Oui, alors Muriel a parlé de cacophonie, je confirme un peu, mais cette cacophonie, elle représente bien le référendum. Chaque question qui est importante pour chacun ne l'est pas pour l'autre. Ça, c'est vrai. Donc ça rend les choses publiques difficiles. On pourrait se poser la question, si c'est pas aux députés aussi, de faire une remontée d'informations sous forme de référendum local, multi-local, si un groupe de députés prend le sujet en main, dans leur circonscription. Ça rapprocherait les députés de leurs votants qui ne les voient pas souvent. Et vous- mais- Non, mon cher monsieur. on n'a plus le temps. Merci beaucoup Cyril, merci Muriel dans ce débat passionné. Tout de suite, les seuls contre tous, Philippe Bilger. Eh bien, je considère que dans la vie nationale comme internationale, eh bien, le temps est un ennemi. Et je crois que le vôtre, mon cher Bruno Pomar, c'est laissez-nous être à poil dans notre jardin, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Ouais. Eh bien écoutez, On n'a que les règles, vous on les- nous interdit tout de Un se payer. grand sujet de société. Oui, mais les Français, c'est ça, les Français qui. C'est pas tolérable. On se Un retrouve tout de sujet suite pareil. avec les vraies voix. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Bonjour, c'est Daniel Herrero. Sud Radio Rugby. Ce soir, rendez-vous dès 20h sur Sud Radio. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche, Bruno Pomar, et c'est l'heure du seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seul Contre tous. Et Philippe Bilger, en politique nationale comme internationale, l'homme pressé perd toujours, c'est ce que vous allez défendre. Voilà. Je n'ai pas besoin, devant les chroniqueurs et l'animateur brillant et savant que vous êtes, de développer sur le plan national les personnalités auxquelles je pense. Il est évident qu'un François Mitterrand ou un Jacques Chirac ont démontré par les insuccès puis le triomphe présidentiel à quel point la qualité fondamentale d'un grand homme politique, c'est tout de même de savoir composer avec le temps, le maîtriser, de n'être pas impatient et de surmonter parfois même le ridicule qu'il y a à se présenter plusieurs fois. C'est évident sur le plan national, les précipités ont toujours tort. Et regardez à quel point sur le plan international, et c'est dramatique aujourd'hui dans ce qui a été la guerre entre les États-Unis et l'Iran, eh bien,
Donald Trump voulait la fin de la guerre parce qu'il était naturellement très pressé de la conclure, parce qu'il s'est rendu compte à quel point son initiative avait été belliqueuse et catastrophique. Et de l'autre côté, l'Iran a joui en quelque sorte du fait que la guerre aurait pu durer, que tout ce qui durait était pour eux tout bénéfice. Et donc, Trump, l'homme pressé, en l'occurrence, a tout perdu. Oui, alors, vous prenez l'exemple de François Mitterrand et Jacques Chirac, qui effectivement ont fait un long parcours avant d'accéder à la magistrature suprême. Mais je peux vous donner un autre contre-exemple d'un homme qui a été pressé, qui a réussi, c'est Emmanuel Macron. Bien sûr. Emmanuel Macron, vous voyez, c'est aussi un contre-exemple. Je n'ai jamais dit le contraire. Oui, non, mais pour vous dire que on peut être aussi parfois pressé dans la politique et parfois atteindre son but. Même aux États-Unis, Barack Obama est arrivé très rapidement à la présidence des États-Unis. Il n'a pas fait un long parcours il a été sénateur, certes, mais il n'a pas été sénateur pendant 15-20 ans. Comme Chirac et Mitterrand avaient été des parlementaires pendant des années. Je ne les qualifierais pas de pressés tout de même. Si vous me permettez une finesse de vocabulaire, peut-être vous est étrangère. Non, pas du tout. Obama et Emmanuel Macron, malgré les appareils. Obama, ça n'est pas pressé, hein. Mais même Emmanuel Macron, il a eu un parcours avant et il a saisi une opportunité. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'homme pressé. Ah bah écoutez, moi je suis pas d'accord avec vous. Concernant Macron et Obama, si, ce sont des hommes qui sont arrivés à la fois rapidement et qui étaient pressés d'exercer le pouvoir. Et ils l'ont montré par les faits. Ils ont été rapidement Vous voyez, parce que vous preniez l'exemple justement de Chirac et Mitterrand. C'est le contre-exemple. Vous avez peut-être quelqu'un qui va être... Excusez-moi, Sarkozy, c'était quand même quelqu'un de pressé, non, même si entre son élection comme député et... Sarkozy, moins quand même. Il a passé 20 ans seulement, ce qui est quand même très court, hein. Non, mais c'est quand même plus long. C'est quand même beaucoup plus long qu'un Macron, hein, vous l'imaginez. Non, mais Macron, c'est une autre histoire. Oui, mais par exemple, vous avez un jeune homme un peu pressé aussi actuellement, qui peut-être sera président, on n'en sait rien. Bon, on avait il y en a même plusieurs. Hein. Oui, ben non, mais il y a Bardella. Bardella, c'est quand même... Attal aussi. Oui, vous avez aussi Attal. Donc on assiste justement aujourd'hui, à mon avis, à l'essor d'une génération un peu, pressé, même si c'est pas le mot vraiment que vous voulez utiliser, cher Philippe. Non, mais c'est pas pressé d'exercer le pouvoir. Vous voyez, c'est pas mon point de vue. Bien sûr, lorsque quelqu'un arrive, il est pressé d'exercer son pouvoir, mais les êtres dont vous parlez ne composent pas avec le temps comme leurs prédécesseurs. Bon, ça oui. On laisse la parole à Bruno Pomar. Ah bon, alors là, on écoute religieux. Oui, il faut écouter bien parce que c'est important. Non, je crois que on est dans une autre époque, tout simplement. Des De Gaulle, des Chirac, des Mitterrand, etc. On est dans une société qui va très vite et c'est la même chose avec nos personnalités, notre personnel politique, qui est pressé d'exercer le pouvoir à tout prix, quelle que soit la manière d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on peut quand même s'interroger sur les risques même de notre démocratie parce qu'on n'a plus de structure politique vraiment solide. On n'a pas de grands partis comme on avait et autres. Et je trouve que ça, c'est un danger par rapport aux hommes politiques qu'on voit arriver maintenant. Des Bardella, tous, parce que là, ils sont une trentaine en position d'attaque. Votre point de vue est fulgurant, mon cher. Là, je crois qu'il se moque de vous, mais je dis rien. Non, mais là où René, vous me faites réfléchir, c'est le fait que c'est vrai, une ancienne génération dont la caractéristique était tout de même, rappelez-vous, combien de fois on a posé à la question à Mitterrand qui arrivait toujours en retard, et manifestement, il voulait appréhender le temps d'une telle manière qu'en réalité, il voulait montrer que le temps ne s'imposait pas à lui. Et à mon avis, le seul actuellement qui est dans la lignée de Mitterrand-Chirac, malheureusement pour moi, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est sur la durée, Mélenchon. Il est là depuis je sais pas combien d'années. Bien sûr. Alors, il est un peu dans la mouvance Mitterrand-Chirac en termes de carriérisme politique, de longévité. Mon cher René. Écoutez, je suis pertinent, mon cher ami. C'est tout à fait vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai toujours raison. C'est vrai. Non, oui, un mot de Bruno Pomar pour conclure. Sinon, moi je pense qu'il faut encore une fois qu'on soit capable de s'adapter à ces nouvelles générations. Mais oui, encore une fois, gouverner, ça veut dire prendre son temps aussi. C'est être capable de poser les choses et d'essayer de pas le faire à grande vitesse. Mais avec l'IA, avec les réseaux sociaux, avec tout ça va tellement vite qu'on a perturbé tout ce que tu disais, Philippe, c'est-à-dire ces hommes d'État qui étaient posés, qui réfléchissaient au sujet de société. Et tout ça, je pense qu'on l'a plus. Mais est-ce qu'aussi, il n'y a pas un problème, c'est qu'on a des hommes politiques pour faire les réformes qui, là, sont pas du tout pressés, mais complètement
dans l'attente parce qu'ils ont peur du référendum, parce qu'ils ont peur de l'élection suivante, parce qu'ils ont peur du peuple? Est-ce que c'est pas une vraie question? Sûrement, mais là, c'est lorsqu'ils ont le pouvoir. Oui. Si je comprends bien. Bah, vous avez parlé de Trump et de sa guerre avec l'Iran. Lui aussi, il est au pouvoir depuis... Bien sûr. Non, mais vous avez raison, il y a une peur de... Oui, même moi, je peux avoir des fulgurances. Non, mais vous les avez, elles sont incontestables. Mais c'est étonnant d'avoir, de la part de ces hommes de pouvoir, ce que vous dites très bien, être des peurs. Je ne comprends pas comment un homme politique peut aspirer au pouvoir et avoir peur de l'exercer avec tout ce qu'il implique, bien sûr. Je vais faire une remarque, un compliment à René Chiche, puisque vous avez été capable de faire dire à Philippe Bilger: vous me faites réfléchir. Ce qui me paraît vraiment tellement surprenant que Philippe Bilger qui réfléchit que j'ai eu du mal à y croire et Maxime a repassé la partie et il a bien dit ça. Je crois, historique. On va parler d'un sujet de fond, n'est-ce pas Bruno Pomar? Vous en avez marre de toutes les règles qu'on nous impose chez nous et vous dites laissez-nous être dans le plus simple appareil dans notre jardin. Oui, écoutez, on est toujours en train de mettre en place des règles. Alors j'entends les ouvriers, les gens qui sont sur le terrain, les gars qui sont sur les toits à refaire les toitures évidemment, et qui souffrent. Mais encore une fois, on est toujours en train de nous foutre des règles et j'irai même plus loin. Même chez soi, c'est-à-dire tu peux pas te promener à poil chez toi en gros. Tu es capable d'être. Alors que moi je suis toujours à poil chez moi. Avant de venir là, j'étais tranquillement à poil chez moi. Je passe même l'aspirateur à poil, vous voyez. Ça c'est un scoop quand même. Vous avez Mais vous avez les rideaux. Vous êtes dans une maison ou un appart? Un appart, j'ai pas les moyens comme vous, mon cher. Vous avez des fenêtres ouvertes et tout. Oui. Mais non, mais je suis pas un exhibitionniste. C'est pas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'en ai marre de ces règles systématiquement. Il y a LFI à un moment donné, il nous a dit qu'il faudrait mettre des retraits, des jours de retrait, des RTT ou je sais pas quoi, pour que lorsqu'il fait très chaud, mais ça fait des dizaines d'années qu'il fait très chaud dans ce pays. C'est quoi ces règles, quoi? Enfin, c'était Tondelier, ça. C'est Tondelier, merci. Je te remercie. Donc c'est insupportable. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est vraiment un coup de gueule parce que c'est, encore une fois, des gens qui veulent décider, des élus, des députés et autres, qui veulent nous imposer des règles supplémentaires. Philippe Bilger. Non mais j'étais sûr que ce débat allait déraper. Oui, c'est le sujet du peuple, ça. Je suis en train de penser à cette chère compagne de Bruno qui doit supporter une telle vision. Non, c'est-à-dire que vous êtes des photos la prochaine fois. Vous êtes désagréable, il est musclé. Non, c'est-à-dire que se balader à poil chez soi, pourquoi pas? Mais tu peux être verbalisé. Non, mais il y a peut-être parfois, si vous baladez à poil, vous êtes en face d'un vis-à-vis, un voisin, et que vous êtes à poil tout le temps devant lui, peut-être que ça peut représenter pour lui une petite gêne, vous voyez, s'il y a un enfant qui regarde votre magnifique organe, donc là, alors là, c'est terrible, quoi. Donc, moi, je pense que... Non, mais moi, je voudrais élargir le truc. Est-ce que quand même, c'est pas un peu... Ça peut venir. J'ai pas fait exprès. Est-ce que quand même, il y en a pas marre de toutes ces règles qu'on nous impose? Alors maintenant, dans telle station balnéaire, on peut plus être torse nu pour aller se balader. Après, on peut plus faire ceci, on peut plus faire cela. J'élargis le débat. Est-ce que on n'est pas dans une société quand même hyper liberticide par rapport à ce qu'on a connu? Alors, sérieusement, mon cher Philippe, vous ne trouvez pas que si on a ces interdictions, c'est que, en réalité, moi, je pose la question, les êtres ont perdu tout sens de la tenue et de la politesse. Ça s'appelle le civisme. Non. Bah, civisme, c'est comportement. La tenue et l'élégance. Oui, alors, non, mais là, c'est des mots recherchés, mais quand je parle de civisme, c'est le comportement que tu as. Non, mais. Tu promènes à poil dans la rue, c'est sûr que. Non, évidemment, mais par contre, je veux dire, dans les stations balnéaires, vous marchez le long de la plage, il fait hyper chaud, vous êtes torse nu, il y a des villes qui l'interdisent. On peut être verbalisé. Dans certaines moi, je trouve que ça peut-être, mais je trouve que ça va peut-être un peu loin, non? Mais il faut penser aux autres, mon cher Philippe. Attendez, à la plage, vous êtes comment? Vous êtes torse nu et il y a. Sur la plage, d'accord. Excusez-moi, à 2 mètres d'écart, vous pouvez être torse nu dans notre casque. Je suis d'accord avec Philippe David, parce que c'est vrai que moi, à mon époque, par exemple, quand j'étais un peu plus jeune, on se baladait sans aucun... C'est-à-dire dans les années 1940. 135, populaire. Oui, mais vous parlez de... Vous alliez au Canada. C'est vrai qu'on se promenait torse nu, en maillot de bain et en tongs, et ça représentait aucun problème pour personne. Bien sûr. Mais René, imaginons le nombre de trans. Non. Mais c'est vrai que notre époque aujourd'hui a tendance à être de moins en moins tolérante sur tout, ça c'est vrai. Et de moins en moins poli. Plus de tenue. C'est-à-dire que moi... Et aussi, vous croyez pas, tiens, je vais rebondir sur ce que disait notre ami Bruno Pomar, de plus en plus pudibonde.
Sûrement. Ah, si, est-ce que, par exemple, vous auriez eu l'idée, hein, il y a 10-15 ans, d'entrer en maillot dans le studio de Sud Radio, non? Restaurant, par exemple. Alors, il y a des gens qui rentrent. Non, je vais vous dire, moi, en maillot de bain Bermuda avec un t-shirt, ouais, sans problème. Oui, avec un t-shirt. Ouais. Avec un t-shirt et un maillot de bain Bermuda. Pas en maillot de bain standard, mais en maillot de bain Bermuda, je vois pas où est le problème. Mais sérieusement, non, mais je suis sérieux, la question que j'ai posée, la multiplication des interdictions, est-ce que ça n'est pas la conséquence d'un délitement du savoir? Oui, tu as raison, du comportement, c'est ce que je parle. Des règles de civisme aussi. Vous avez dit. Mais oui, tout à fait, c'est les gens, on se permet tout. Mais bon, l'autre jour, je suis venu ici en studio en short. Hein. Oui. Bah, un t-shirt, bon, on ne voit pas évidemment à l'antenne où on voit notre tronche. Mais je veux dire, encore une fois, c'est mieux qu'on voit votre tête que votre chat. Non mais je trouve ça, on est vraiment dans cette société qui veut nous brider de tout, de tout. Oui, d'ailleurs, il y a certaines politiques qui se regardent pas, mais Philippe Bilger est en string là actuellement. Non, mais cher ami, votre fantasmatique, vous faites le 0826 300 300 de 14h à 16h avec Brigitte Lahaye, mais pas pendant les vraies voix. D'accord. En réalité, Bruno, sérieusement, vous avez choisi ce sujet parce qu'il y a eu un événement récent. Oui, c'est ça. Il vous a envoyé un article. C'est aujourd'hui, mais il faudrait lire d'ailleurs. C'était sur le WhatsApp du groupe des vraies voix. Je sais que vous n'intéressez pas à ce type de sujet, mon cher Philippe. Non, mais je pensais, j'attendais la brillante exposition de votre point de vue. Non mais c'est quand même... De votre point de vue, pas... Non mais on est dans un monde qui devient de plus en plus insupportable, quoi. Encore une fois. Alors, attention, tout ça ne remet pas en cause les règles de civisme qu'on doit avoir. Respecter les règles. Voilà, non, le fait d'être torse nu, c'est pas non plus... attendez... Un petit peu. Merci à tous. Bon, je tiens juste à dire une chose à notre ami Bruno Pomar, c'est que si un de ces quatre, il m'invite à prendre l'apéro, en sonnant à la porte, je lui demanderai s'il a fini de passer l'aspirateur. C'est juste pour convenance personnelle. Merci à tous. Vous savez, quand vous avez dit ça, j'ai repensé au clip I Want to Break Free avec Freddie Mercury qui passait l'aspirateur. C'était énorme. C'est ça. Dans le clip de Queen. Dans quelques instants, tiens, c'est la langue de Queen, puisqu'on va prendre la direction de Washington. Comment les Américains réagissent-ils après l'accord signé par Donald Trump avec l'Iran? On aura avec nous Olivier Piton, avocat aux États-Unis et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord, parce que dans ce qu'on lit dans la presse, la base républicaine MAGA de Trump est absolument furieuse. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour les prochaines midterms? Restez bien avec nous sur Sud Radio. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Avec Philippe Bilger, René Chiche et Bruno Pomar, on prend la direction de Washington. Pour retrouver quelqu'un qu'on connaît bien. Ah oui, c'est parti. Excusez-moi, j'ai oublié le jingle. Merci Maxime. Les vraies voix Sud Radio. On prend donc la direction de Washington pour retrouver quelqu'un qu'on aime beaucoup avoir sur Sud Radio, Olivier Piton, avocat aux États-Unis, ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord. Bonsoir Olivier Piton. Olivier ? Je crois qu'il nous a mis en attente. Alors attendez. Olivier Piton, est-ce que vous êtes avec nous ? C'est les caprices de la technique à 6000 km et 6 heures de décalage horaire. Alors, on vous rappelle tout de suite. On lit dans la presse que la base MAGA, la base républicaine dure, est furieuse contre Donald Trump d'avoir signé cet accord avec l'Iran. Philippe Bilger, est-ce qu'il risque de le payer cher électoralement parce que les midterms, c'est au mois de novembre prochain, c'est-à-dire dans moins de 4 mois? Tout en n'étant pas un spécialiste, il faut être clair, on ne connaît pas le détail de l'esprit américain profond. Mais que les démocrates soient vent debout contre... Non, c'est les républicains. Oui, mais je parlais aussi des... Vous savez, il y a deux partis là-bas. Il y a les démocrates qui, normalement, évidemment, dénoncent le fait que Donald Trump s'est vanté pour rien, et vous avez totalement raison de rappeler ce qui devient dangereux pour lui, le fait qu'une partie sensible des républicains dénonce que l'accord a de très favorables à l'Iran, et ça, c'est très dangereux. On a retrouvé Olivier Piton. Bonsoir Olivier Piton. Bonsoir. Comment réagissent les Américains, et notamment le monde politique américain que vous connaissez très bien, à cet accord entre les USA et l'Iran?
Comme vient de le dire fort justement Philippe Bilger, il est extrêmement partagé, d'une part parce que l'accord, semble-t-il, le fameux mémorandum de 12 points est trop favorable à l'Iran. Et deuxièmement, ce qui est peut-être le point de départ le plus important, c'est l'incapacité de la grande partie de l'opinion publique américaine à comprendre l'urgence du déclenchement du conflit il y a environ un peu plus de près de 2 mois maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du côté américain d'urgence à entrer en conflit avec l'Iran, et donc vous avez les deux aspects. D'une part, l'entrée en conflit non comprise, et deuxièmement, ce qui est pour l'instant plutôt compris comme étant un accord favorable au régime iranien. Qui est le plus virulent, l'opposition démocrate ou les durs du camp républicain ? C'est un degré, c'est une différence de nature, si vous voulez. Vous avez d'un côté une opposition démocrate classique qui décrit simplement que c'était une guerre inutile et qu'au bout du compte, la sécurité de l'Amérique n'est pas plus engagée ou n'est pas plus préservée d'une part par le conflit, deuxièmement par l'accord, et puis surtout, il y a une vraie division au sein du camp républicain entre ceux qui ne comprennent pas qu'on ait commencé cette guerre et qui en veulent à Donald Trump qui s'était présenté comme l'homme d'aucune guerre, si vous vous souvenez, de l'homme qui justement éviterait les guerres inutiles. Et là, on est effectivement face à une fracture importante, je dirais même du cœur nucléaire de la mouvance MAGA. René Chiche. Oui, bonjour Maître Piton. Est-ce que la base MAGA accorde une importance aux propos particulièrement belliqueux contre Israël, faut le reconnaître, à la fois de Trump et de J.D. Vance, encore ce matin ou hier, qui ont eu des propos vraiment extrêmement belliqueux et totalement novateurs pour des républicains qui s'expriment sur l'État d'Israël. Alors, est-ce que, à votre avis, l'électorat de Trump et aussi la base MAGA peut être sensible de manière négative contre Trump et les républicains lors des midterms par rapport à ce discours quoi qu'on dise, anti-israélien? Oui, d'abord, le discours, effectivement, de J.D. Vance a été probablement le discours le plus virulent à l'égard d'Israël, puisqu'en fait, l'objectif, pour la première fois depuis le début du conflit, les objectifs entre les Américains et les Israéliens étaient passablement divergents, les Israéliens voulant évidemment poursuivre une sécurisation de leurs frontières, alors que les Américains, en particulier Donald Trump, voulaient absolument un accord. Donc on était face à une divergence qui a été effectivement extrêmement clairement affichée par Vance lors de son discours, où il a pour la première fois mis en cause le gouvernement israélien de manière à démontrer que les intérêts des deux pays, c'est la première fois que cela arrivait, que les intérêts des deux pays n'étaient pas forcément liés. Maintenant, est-ce que ça remettra en cause, au bout du compte, l'alliance entre Israël et les États-Unis ? Probablement pas à court terme, mais à moyen terme, on aura probablement effectivement une approche qui sera amenée, enfin en tout cas, des intérêts qui seront amenés à reconsidérer aux États-Unis le soutien à Israël, non pas sur le fond, mais peut-être sur la forme. Il faut quand même savoir, et je termine là-dessus, près des 3/4 des armes défensives utilisées par les Israéliens dans ce conflit. La ligne est rappelée dans son discours. La ligne a été coupée. Merci beaucoup Olivier Piton de cet éclaircissement sur la situation politique aux États-Unis suite à l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran signé par Donald Trump, notamment à Versailles. Tout de suite, les insolites de la semaine. Les vraies voix Sud Radio. Alors, les vraies voix, je vais vous poser une question. Où avez-vous fait votre demande en mariage ? Oula. Ma demande en mariage ? Oui. Ça vous a marqué. René Chiche. Moi, je m'en souviens. J'en ai fait 2, hein. Où Bon, c'est pas grave. Oui, moi, René Chiche. c'était sur une plage en Espagne. Oui. Moi, j'en ai fait 3, alors je me rappelle plus du tout. D'accord. Parce que, est-ce que vous savez l'endroit où... J'en ai fait une chez moi. Ah bon Dans quelle pièce
dans le living room. Alors, parce que vous savez, 6% des demandes en mariage ont lieu dans une pièce de la maison. Savez-vous laquelle? Non. C'est une étude IFOP pour Ikea. Pas dans les WC. Non, quand même pas. Non. La cuisine. Dans la cuisine, absolument. Et j'ai trouvé ça quand même assez amusant. Oui. Vous imaginez vous faire une demande en mariage dans votre cuisine? Ça n'a jamais été le cas dans le living? Bien sûr. C'est un endroit très chaleureux, on mange bien, on voit les qualités de son épouse, de sa compagne. Et moi, pour manger chez Philippe Bilger, je peux se dire que c'était bon. Eh bien, mais ça manque pas de glamour la cuisine. Ça manque un peu de glamour, mais c'est vrai que c'est l'endroit. Souvent, la cuisine, c'est l'endroit où on se retrouve. Même avec des potes, etc. Alors, moi, j'ai pas un grand appartement, hein. Il fait 550 mètres carrés, mais non. Et après, c'est plus petit chez moi. Et après, vous êtes baladé à poil, personne ne vous a demandé en mariage. Non, mais je trouve que c'est vrai que c'est un endroit, la cuisine, où on se retrouve souvent. La cuisine, pourquoi pas, mais c'est pas très romantique, la cuisine, moi, je trouve. Hein. C'est clair. Alors, deuxième insolite de la semaine, le week-end dernier, il y a eu un tournoi de sumo à Paris. Alors, ils ont dû changer beaucoup de choses. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont dû changer dans le parc de Bercy et dans les chambres d'hôtel des sumotori? Alors, il y a eu un problème de lit, mais il y a eu mieux que ça. Les portes. Parce qu'il n'y a pas de lit dans le... Les WC. Les WC, absolument. Mais oui, mais c'est vrai. Ils ont dû mettre des toilettes renforcées pour les sumotori, donc ça a coûté un certain argent. Je parle même pas de la piste, et le mieux, c'est le voyage. Parce que ceux qui étaient en classe éco, les moins connus, avaient besoin d'avoir 2 sièges. Donc ils avaient 2 billets réservés et ils ont été mis dans 2 avions parce que c'est d'énormes stars et si l'avion s'était écrasé, c'était terrible. Et surtout, parce qu'ils auraient eu du mal à répartir la charge au sein de l'avion. Et j'ai trouvé que cette information était amusante. Alors une moins amusante qui s'est passée à Rouen. Un homme a un accident du travail, il va aux urgences et on lui dit « Mais monsieur, vous êtes mort ». Il dit non, je suis bien vivant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y était le 3 mai 2026 aux urgences et en fait, il a été hospitalisé en décembre 2025 avec un soupçon d'infarctus. Et ils sont gourés de cases, ils ont coché qu'il était décédé. Et c'est pour ça qu'on lui annulait tous ses rendez-vous médicaux. Donc là, il y a eu besoin d'aller aux urgences, on a dit vous êtes mort. Alors, le CHU a dit qu'ils allaient évidemment corriger cette erreur, mais ça nous fait un drôle d'effet quand vous dites monsieur vous êtes mort. Mourir, vraiment. Oui, c'est là qu'on voit quand même qu'il y a un dysfonctionnement aussi dans le fonctionnement de tout un tas de structures administratives et autres. Il s'appelle Franck, il a 49 ans. Et a priori, c'est pas un cas si isolé que ça, ce qui est surprenant. Merci à tous les vraies voix. On se retrouve dans quelques instants. Je vais pas pouvoir m'empêcher de râler parce que j'en ai marre de ceux qui passent leur temps à nous faire peur. Et ensuite, on parlera de Coluche. Est-ce que pour vous, Coluche, à 40 ans après sa mort, serait banni aujourd'hui? Beaucoup de commentaires. On a Magali qui dit, vu le contexte, tout à fait. On a Jean-Michel qui dit, c'est certain. Et on a Arc-Conseil qui dit, il a été banni de son vivant. Restez bien avec nous sur Sud Radio. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. David. Retour des vraies voix en compagnie de Philippe Bilger. Ça va, Philippe? En pleine forme. René Chiche, en forme. En forme et habillé. Avec la qualité la qualité des intervenants, moi je grandis de jour en jour dans cette émission. Allez, depuis le temps, vous devez Allez, je vous rappelle que ce soir, dès 20h sur Sud Radio, vous retrouverez Joseph Ruiz et sa bande, à 19h, vous retrouverez Joseph Ruiz et sa bande pour une émission spéciale consacrée au mondial de football, les tontons du mondial. Et il y a beaucoup de choses à raconter puisque nous sommes maintenant dans les 2e matchs de phase de poule. Et tout de suite, le coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village. Un village qui se trouve partout en France, mais qui se racane. Non pas pour être agréable à René Chiche, qui adore exhiber ses abdos sur la croisette lors du festival de cinéma, mais pour râler sur ceux qui ont fait de la France une véritable cité de la peur, pour tout et n'importe quoi, et surtout, en racontant n'importe quoi, on écoute ceci. Il y a des travaux qui montrent que si on massifiait l'usage de la clim à Paris, dans tous les logements, on aurait un impact entre plus 2 et plus 4 degrés sur la température extérieure, y compris les jours de canicule.
La personne que vous venez d'entendre est David Marchal, directeur exécutif de l'expertise et des programmes à l'ADEME, l'Agence pour la défense de l'environnement et la maîtrise de l'énergie, au micro de nos confrères de RTL. Petit problème cependant, ce chiffre est complètement remis en question par d'autres études, citées en commentaire de la vidéo, des chiffres qui disent que la hausse ne serait pas de plus 2 à plus 4 degrés, mais de plus 0,25 à plus 0,75 degrés, qui serait ressenti essentiellement la nuit. On imagine que les bureaux de l'ADEME ne sont pas climatisés, comme ils adorent nous faire la leçon, mais dans ce domaine, j'ai franchement quelques doutes. Georges Clémenceau disait « Donnez-moi 40 trous du cul et je vous fais une académie française ». Près d'un siècle après la mort du tigre, j'ai envie de dire « Donnez-moi 4 milliards d'euros à gaspiller par an et je maintiendrai l'ADEME ». Mais pour la peur, ce n'est pas tout. On écoute ceci. Avec les grandes chaleurs qui s'annoncent, quoi de plus désaltérant qu'une bonne menthe à l'eau ? Cette couleur vert émeraude, liée au goût de la menthe, est bien ancrée dans nos habitudes de consommation. Car la couleur verte est le résultat d'un processus industriel. L'addition d'un colorant de synthèse, le bleu brillant FCF, auquel on ajoute du jaune pour obtenir le vert. Il est aussi appelé E133. L'application mobile Yuka, qui permet de scanner les produits pour connaître leur composition, alerte sur un potentiel danger. Selon une étude américaine, la consommation de ce colorant pourrait entraîner des troubles de l'attention et une hyperactivité chez des sujets prédisposés. Vous avez bien entendu, le colorant vert appelé E133 qui fait la couleur de nos menthalos et autres d'abonnement serait lui aussi dangereux. Mais heureusement, des internautes ont reconceptualisé les faits et ce colorant est dangereux à partir de plus de 6 mg par kilo par jour. Un chiffre quantifié par Géraldine Wössner, rédactrice en chef au Point, qui démontre que pour être dangereux, il faudrait boire pendant toute sa vie environ 400 menthalos par jour. Ça fait beaucoup. Vous connaissiez la chanson Couleur Menthalo d'Eddie Mitchell. Vous avez maintenant un aperçu des conneries sur la menthalo version France Info. On n'arrête pas le progrès, comme disait Coluche, disparu il y a 40 ans aujourd'hui. Cependant, une idée me tarabuste. Quand est-ce qu'on arrête de faire peur aux gens, car à ce niveau de création de psychose, on comprend mieux pourquoi tant de personnes en France ont peur de tout et de rien. Comment, à votre avis, mon cher Philippe, c'est très intéressant, ce que vous avez dit, j'ignorais qu'il y avait un tel excès dans les deux domaines. Comment, à votre avis, peut-on, lorsqu'on est de bonne foi, partager ce qui est bienfaisant sur le plan sanitaire et délirant sur le plan de la peur? Est-ce qu'on a un critère? Ah bah parce qu'on adore faire peur. Oui, non, mais comment? C'est pas évident. Vous ne nous l'auriez pas dit, on ne l'aurait cru, peut-être. Bah écoutez, ça, j'ai pas la réponse, malheureusement. Oui, et puis en plus, quel est l'intérêt de faire peur comme ça aux gens? Je veux dire, par exemple, une histoire de la menthalo. Je pense pas que les gens vont se mettre à... Excuse-moi, 400 menthalos par jour, ils vont se mettre à boire moins de mentalo parce qu'il y a eu cette étude de 6 mg, etc. Vous voyez? Mais ça, on le dit malheureusement très souvent. Mais c'est notre époque, aujourd'hui, toutes les informations pullulent de tous les côtés, on a des informations dans tous les sens, des informations qu'on ne peut pas vraiment nous-mêmes des fois vérifier d'ailleurs, parce qu'on est tellement sous l'avalanche d'informations qu'on les oublie à la limite. Mais c'est vrai que par contre c'est très intéressant ce que vous venez de dire, et c'est vrai que la déclaration du patron là, de l'ADEME, un des patrons, le directeur, oui, un des directeurs. Là vraiment, j'allais dire les bras mentons. Et c'est repris par plein de gens sérieux, pas des complotistes. Alors voilà, c'est ça le problème. Et même des scientifiques qui citent des rapports qui disent non, parce que alors ici ça monte dans des tout petits îlots de chaleur, mais c'est pas plus 2 à plus 4%. Mais ça nourrit, mais vous n'avez pas compris qu'il y a des agences qu'on nourrit avec l'argent de l'État à toute la journée. Là, pour l'ADEME, oui. Bon, l'ADEME encore fait des choses assez intéressantes aussi. Pourriez me dire lesquelles? Mais il y a des sujets sur lesquels l'ADEME travaille pour les collectivités. Votre réponse veut tout dire. Non. Non, mais ce que je veux dire par là, il y a toutes ces agences qu'on nourrit effectivement avec des experts, avec des ingénieurs, avec tout un tas de choses. Ils sortent un rapport qui plaît évidemment, la preuve, on dit qu'on fait peur, mais nous, les médias, puisque je suis dedans, c'est repris en boucle. On reprend en boucle, et tout le monde a peur. Oh là là, on en parle chacun à toutes les heures de la journée. Donc, en même temps, c'est un cercle vertueux qu'on entretient en permanence, et le résultat, il est là. C'est que le moindre truc, il y a des spécialistes dans mentalo. Mais je savais pas, des ingénieurs spécialisés dans mentalo. Bon, mais pourquoi pas? Et ces gens-là vont essayer de nous faire peur. Mais c'est un peu le problème de notre société. C'est-à-dire qu'on fait attention à tout un tas de gens qui réfléchissent toute la journée sur des sujets. On s'en contrefout totalement parce que ça change pas la montée de la chaleur,
chaleur, le froid, le michaud, enfin tout ce qu'on veut. Et résultat, voilà, tout le monde a peur. En tout cas, bravo. Moi, je connais une vraie voix qui a moins peur que les autres de la hausse de la température. C'est Bruno Pomar. Et on sait pourquoi. Parce que même en passant l'aspirateur, il fait tout pour avoir moins chaud. Dans quelques instants, nous allons avoir un nouveau ministre des Sports. En pleine période de Coupe du Monde. Ça, oui, à quelques minutes de retrouver nos amis des Tontons du Mondial, c'est parfait. Et ensuite, ce sera le qui c'est qui l'a chanté. Ça, c'est dur, ça. Je sens que vous paniquez. Allez, on se retrouve tout de suite avec les vraies voix. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche, Bruno Pomar. Et si vous étiez ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et direction la Bretagne, direction Vannes dans le Morbihan. Bonsoir Brice. Pardon, bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous venez d'être nommé ministre des Sports et vous avez votre programme en 3 points. Nous l'écoutons. Exactement. Alors dans un premier temps, moi je voudrais qu'on renforce le sport à l'école. Voilà, moi j'ai 27 ans, donc l'école c'est pas si loin. Et je pense que renforcer la pratique sportive dès le plus jeune âge, en augmentant le volume d'heures qu'on fait à l'école, au collège, au lycée, je pense que ce serait un bon axe d'amélioration. Parce qu'on fait pas cet exercice au quotidien. Moi, je me rappelle à l'école, quand on commençait la journée, on faisait quelques petits échauffements. C'était tout simple, mais ça permettait de commencer la journée en se mettant un petit peu en condition. Ouais. Et ça permet de renforcer aussi la confiance en soi des élèves. Parce que bien souvent, pendant le sport, c'est toujours un peu compliqué de se comparer aux autres et c'est délicat. Donc, je pense que c'est pareil, un point important. Le second, ce serait de rendre le sport extrascolaire plus accessible. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu l'occasion de faire du BMX. C'est un sport qui coûte très 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 cher. Donc mes parents avaient la capacité de pouvoir suivre, mais il y avait beaucoup de jeunes licenciés qui malheureusement n'avaient pas forcément les moyens d'acheter un vélo. Un vélo, ça peut monter 2000, 3000 euros. Un casque, c'est 500 euros. Enfin, c'est un sport qui coûte très très cher et je pense qu'il faudra accompagner un petit peu plus les familles et les clubs sur le prix des licences, sur le prix des équipements, afin que peu importe d'où vienne le jeune qui vienne d'un quartier UP, d'une zone un peu plus défavorisée, je pense qu'on ne devrait pas faire de différence. Donc là j'ai pris l'exemple du vélo, mais c'est pareil sur tous les sports, hein. Sur le football, les équipements c'est pareil, c'est hors de prix. Donc de rendre ça plus accessible à tout le monde. Et sur un troisième et dernier axe, je pense qu'il faudrait construire davantage d'infrastructures sportives de haut niveau. On a fait un joli progrès ces derniers temps avec les JO, on a gardé quand même un nombre important d'installations sportives, mais ça se concentre quand même sur des villes centrales. Et je pense qu'il faudrait continuer cette dynamique justement en se disant pourquoi est-ce qu'on partirait pas un petit peu sur les territoires un petit peu plus ruraux, parce que finalement quand on s'éloigne de Paris ou des villes qui ont encore reçu des épreuves, on se retrouve bien souvent démunis de plateaux sportifs ou de salles municipales avec plusieurs terrains, et c'est dommage. C'est dommage. Je trouve que ça prive un petit peu les plus éloignés des villes d'établissements sportifs, et ça pourrait un petit peu permettre de faire rayonner nos amateurs qui sont souvent dans les régions et qui ne sont pas forcément dans les grandes villes. Ça permettrait de faire rayonner un peu le sport français. Monsieur le ministre, restez avec nous. On va commencer par Bruno Pomar, qui est un sportif aguerri, qui s'occupe de jeunes, etc. Je le trouve très bon, ce ministre des Sports. Oui, il est bon, mais alors, pardon. Après, allez-y. Ce que je voulais dire, vous savez, sur l'extrascolaire, et ça existe toujours, c'est le fameux UNSS, qui est l'Union nationale du sport scolaire, qui fait un travail qui pourrait être encore plus efficace, je pense, mais qui est quand même très mobilisateur sur le hors scolaire, surtout les mercredis après-midi pour les gamins et les week-ends même pour les compétitions. Ça, c'est un élément important. Deuxièmement, quand vous parlez d'infrastructures, oui, le problème c'est que les infrastructures, vous savez, ça coûte très très cher à l'entretien. Alors que ce soit les collectivités et autres investissent de moins en moins parce que ça coûte un fric de monstre. Prenez l'exemple d'une piscine. Il y a un nombre de piscines qui sont fermées parce qu'elles coûtent tellement cher à l'entretien, et alors que c'est vraiment utile. Donc tout ça, il faut toujours plus de pognon, et c'est un peu la question qui se pose là. Philippe, monsieur le ministre, comment feriez-vous pour dégager au sein des fédérations les meilleurs éléments pour que dans certaines disciplines on soit moins ridicule dans les grandes compétitions que dans d'autres? Comment faire? C'est la question à 100 balles, je pense. Mais non, effectivement, il serait peut-être plus intéressant de mettre peut-être des classements peut-être plus objectifs, de faire des tournois inter-club ou intra-club. Mais je vous coupe, il y a 2 gros pourvoyeurs de médailles où la France n'a pratiquement rien aux Jeux Olympiques, c'est l'athlétisme et la gymnastique, par exemple. C'est clair. On vous écoute, monsieur le ministre.
Eh ben justement, peut-être essayer d'améliorer un petit peu nos compétences, déjà peut-être au niveau des formateurs. Je ne connais pas forcément la gymnastique, c'est pas mon domaine, mais peut-être de voir si on peut solliciter peut-être d'anciens champions olympiques pour redresser un petit peu toute cette fédération. C'est une proposition comme une autre. Faudrait faire le point avec les intéressés, voir s'il y a des noms qui seraient d'accord de se détacher et de composer de nouveaux programmes, par exemple. René Chiche. Alors, monsieur le ministre, je voulais revenir sur votre première proposition qui m'intéresse beaucoup, parce que moi, je suis carrément favorable. C'est le sport à l'école, je suis carrément favorable à une sorte de révolution dans ce domaine, un peu à l'américaine, c'est-à-dire le matin, études mathématiques. Ou à l'allemande. Ou à l'allemande, bien sûr, exactement. Oui, ça marche. Et l'après-midi, alors au choix, moi je dirais, soit du sport, pour ceux qui le souhaitent, soit des activités plus culturelles. La musique, par exemple. Ou la musique, voilà, culturelle. Alors, est-ce que vous, monsieur le ministre, vous seriez favorable à ce véritable bouleversement scolaire, vraiment, qui vraiment mêlerait à la fois, bon, là, en l'occurrence, c'est le sport et études, voilà. Monsieur le ministre. Vous feriez l'après-midi. Attendez, monsieur le ministre. Oui. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Moi, j'ai eu l'occasion de voyager aux États-Unis à plusieurs reprises. Voilà, moi aussi. Et quand on voit un petit peu les établissements qu'il y a, en fait, ils ne jurent que par le sport, des courses de sport. C'est impressionnant quand je vois, moi, le niveau qu'on a en France et ce qui se passe aux États-Unis. Ou en C'est Allemagne. affolant. Merde. Moi, je trouve que ce ministre est excellent, il a une bonne proposition. Oui. Et pour le sport amateur et pour le sport professionnel, moi je propose de l'applaudir. Parce qu'on a vraiment un très bon ministre. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La politique ne le gâchera pas. Brice Deval, et comme vous êtes en Bretagne, nous vous disons Kenavo et bon week-end. Allez, tout de suite, qui c'est qui l'a chanté? Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Qui c'est qui l'a chanté? Stéphanie de Monaco. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Personne ne murmure je t'aime à mon oreille. Non, Véronique Sanson. Non, si. Non, pas Véronique Sanson. Non. Arrêtez de perturber la séance. Mes jours comme mes nuits. C'est une femme? Oui. Sylvie Vartan. Non, c'est la même époque. Oui. Mireille Mathieu. Et son mari était chanteur. Enfin, oui. Ringo. Non. Stone. Non. Mes jours comme mes nuits. France Gall. Non. Je ne connais Bon, que écoutez, ça. Maxime, là, ils vont le s'en vouloir. Hein. La forêt. Marie la forêt. Non, François Hardy. Même avec l'extrait, il trouve pas, c'est dingue. Alors là, c'est quand même la meilleure. Même avec l'extrait, Bruno Pomar confond Françoise Hardy et Marie Laforêt. C'est un peu pareil, non? Là, non, pas franchement. Alors là, je vais vous dire que heureusement que vous étiez au raid et pas enquêteur dans la police. Hein. Vous, on vous donnait un portrait robot genre Maxime, barbu, etc. Et vous arrêtiez Cécile de Bénibus. Hein. C'est dur. Qui c'est qui l'a chanté? Dans ce monde qui n'a ni queue ni tête, je n'en fais qu'à ma tête, un mouchoir au creux du pantalon, je suis chevalier d'Éon. Une énorme vedette. Mylène. Oui, bonne réponse. Il est fort, hein? J'ai pensé à pantalon à Pomar. Mylène Farmer. Ben voilà, bravo. Un point pour Philippe Bilger. Qui c'est qui l'a chanté? Là, c'est très facile. C'est pas ma faute, et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres, tout prêts à se jeter. Bonne réponse. Alors, cette chanson a été un tube dans plein de pays. Absolument. Et Julien Doré en a fait une superbe reprise. Ah oui. Qui c'est qui l'a chanté? Ça, je pense que certains d'entre vous, je pense à Philippe Bilger en particulier, ont dû séduire la planète entière. Je peux tout te pardonner et faire semblant d'oublier. Johnny. Je veux bien fermer les yeux et faire tout ce que tu veux. Sardou. Non, c'est une femme. Un slow mythique de l'été d'il y a 50 ans, 1976. Marie Laforêt. Michel Thor. Non, alors il était censuré à la télé avant 22h, il était censuré. Non, c'est Patricia Caroui. 76. Oui. C'était. Personne ne trouve. Pas bébé. Vous êtes prêts? Alors là, vous allez vous en vouloir aussi. Ah, Jane Manson. Ah oui. Avant de nous dire adieu. C'est dur, hein, c'est dur. La sélection est discutable. Le style qu'il a dit, c'est plus facile. Philippe Bilger, ça vous rappelle pas des souvenirs, cette chanson? Qui c'est qui l'a chanté? Il vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille.
C'est français? Oh bah bien sûr. Oui, c'est en français. Oui, en plus, il est français, il n'est pas canadien ou belge ou suisse. Vous pouvez pas nous donner une petite indice? Un chanteur très connu, et c'est la chanson d'une série télévisée qui a cartonné dans les années 70. Michel Berger? Non. Jacques Dutronc. Bonne réponse. Arsène Lupin. Ah ouais, je m'en souviens, ça m'est revenu. Mais c'est un gentleman. Bon, qui c'est qui l'a chanté? À la foire du village, un jour, je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Une énorme vedette francophone, mais qui n'était pas français, mais qui chantait en français. Non. Non. Suisse. Même pas d'un pays francophone. Même pas. Mais il chantait en français et ça a été une vedette dans plein de pays non francophones d'ailleurs. C'est pas Roche? Julio Iglesias? Roche. Julio Iglesias? Non. Demis Roussos? Non. Vous n'êtes pas inscrit ce soir. Je suis nul, complètement nul. Mais non, c'est un homme. Un homme. Décédé il y a 46 ans. Mais non, je l'ai déjà dit. Non, décédé il y a 46 ans. Décédé il y a 46 ans. Non. Il y a Bon, Langosha. Oui. C'est parti. Elle m'a dit d'aller si c'est la Mais comment? C'est dur. Mais vous l'avez identifié, il est d'une mauvaise foi, mais alors. Bon, eh bien, écoutez, je dois dire que... On a été nuls. Ah non, j'ai gagné. Vous avez été nuls. Alors, vous avez gagné avec 2 points, René Chiche. J'ai gagné. C'est vraiment la victoire à la Pyrrhus. J'ai gagné. Vous en avez un seul. Vous. Il va me traiter de truand. Bon, quant à Bruno Pomar, qui confond Marie Laforêt avec le groupe immobilier Laforêt. Je suis nul. D'émission en émission, je deviens de plus en plus nul. Non mais c'est dur ce jeu. C'est d'ailleurs la preuve qu'on fait du social, on vous garde. Non mais parlez-moi de philosophes, trucs comme ça, moi, mais pas de musique. Je m'en veux pour Joe Dassin, je me connais plus. Allez, dans quelques instants, la question du soir. 40 ans après sa mort, Coluche serait-il banni aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que ces sketchs trop peu politiquement corrects ne passeraient plus à la télé ou à la radio? Vous pensez que si? Venez témoigner au 0826 300 300. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger, René Chiche, Bruno Pomar, dont j'espère qu'ils vont être plus brillants dans ce débat qu'au c'est qui l'a chanté. Et c'est l'heure de la question du soir. Bonsoir à toutes et à tous, c'est donc un Zénith spécial que je vous présenterai avec Philippe Gildas et Maryse pour me rejoindre ce soir. Je pense qu'on ne sera pas trop de 3. Pardon. Donc Coluche est mort. L'enfoiré, il est mort. Et il est mort connement, il faut le dire avec les mots qu'il aimait. C'est pas possible, c'est pas vrai. Coluche s'est tué cet après-midi connement dans un accident de moto près de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Un camion lui avait coupé la route. Putain de camion, putain de destin, tiens. 40 ans après sa mort, Coluche serait-il banni aujourd'hui? Vous dites oui à 87%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Beaucoup de commentaires avant de prendre Nicolas Adams qui dit il se ferait déglinguer sur les réseaux sociaux. Déjà, c'est la base. Et on a par exemple Tanana qui dit Coluche avec 3 cœurs nous manque énormément. Il avait une vision des choses justes et une intelligence de le dire à nous faire rire de la vérité. Bonsoir Nicolas de Cambrai. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir les vraies voix. Bonsoir. Alors, venant de Cambrai, on sait que vous ne direz pas de bêtises. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Coluche, pour vous, serait banni aujourd'hui? Bah oui, je pense qu'aujourd'hui, il y aurait quand même beaucoup de soucis. C'est pas non plus un des proches, mais il s'était quand même appuyé, il savait appuyer là où ça faisait mal. Hein, aujourd'hui, avec les réseaux et les infos que nous avons à seconde prix, enfin voilà, ça tombe rapidement. Je pense qu'il serait pris quelque sauce, hein, mais justement, son franc-parler et le fait aussi de dire tout ce que les gens pensaient tout bas, laisse à penser de savoir si les gens ont essayé de le faire taire. Ouais. Alors, excusez-moi, vous voulez réagir? Vous êtes nostalgique de Coluche? Vous regrettez cet humour? Ou alors c'était un peu trash parfois pour vous? Venez témoigner au 0826 300 300. Nicolas, restez avec nous. Philippe Bilger. Aujourd'hui, Coluche, il passerait pas du temps devant les tribunaux? Non, je ne crois pas. En fait,
D'abord, évidemment, je n'appréhende pas dans mon propos, pour aller vite, l'ensemble de la personnalité de Coluche, celui qui fait rire, celui qui était généreux, les restos du cœur, le candidat politique. Mais je ne crois pas, et pour une raison simple, c'est quand on compare les humoristes et les comiques. Même un des proches, aujourd'hui, il pourrait être là, parce que, en réalité, ceux qui pourraient avoir des problèmes, ce sont ceux dont on devinait que derrière leurs plaisanteries parfois douteuses, ils étaient au fond eux-mêmes racistes ou antisémites, et je pense au Dieudonné qui était formidable au début et qui s'est complètement perverti. Donc on saurait toujours que Coluche n'est animé par aucune intention intellectuellement et moralement malfaisante. René Chiche. Je suis d'accord avec Philippe parce que d'abord pour moi Coluche c'est un grand humoriste, c'est un grand comique qui avait une véritable ampleur. C'est pas effectivement un petit comique toujours à la limite, vous voyez. D'abord, il était assez consensuel Coluche. Parce que il balançait à droite, à gauche, il critiquait les riches, les chômeurs, les femmes, les hommes, les juifs. Il avait une large palette, vous voyez, un large registre. Et je pense qu'en plus, il avait une dimension supplémentaire qui ferait qu'aujourd'hui, à mon avis, justement, il serait pas du tout banni. Au contraire, on en redemanderait. Et je pense que justement, même aujourd'hui, dans notre époque de réseaux sociaux, il serait même une star des réseaux sociaux, à mon avis. Parce qu'il avait des propos. Et puis dernière petite chose, moi je suis très nostalgique parce que si je peux me permettre, c'était mon premier reportage, j'étais stagiaire dans une radio dirigée, figurez-vous, par Julien Drey. C'était mon premier reportage, les obsèques de Coluche à Montrouge, le 24 juin, je me suis retrouvé comme vous à 20 ans, quoi, à l'époque. Oui. Et c'était une marée humaine comme jamais vu, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il avait une dimension extra humoristique. Et c'est là où on s'est rendu compte que vous étiez à gauche à ce moment-là. Coluche comme le Luron d'ailleurs. Hein. Oui, mais ils sont dans la même année d'ailleurs. Ils étaient cinglants, bien sûr. Ils étaient cinglants. Le Luron, on savait où il était. Un petit peu plus politique. Politique, ouais. Moi, je pense qu'il se ferait sabrer actuellement parce qu'il n'y a aucune tolérance. Les réseaux sociaux. Oui. Alors, je dirais pas, évidemment, ce qu'a dit Philippe Bilger très justement, aller devant les tribunaux, mais il se ferait saccager sur les réseaux sociaux, je suis quasiment sûr. On a des mecs de talent, des Bigard, mon copain, mon grand ami Jean-Marie Bigard, qui va mieux d'ailleurs, je suis content de le dire, des Semoun, etc., qui sont assez... C'est pas des stars à la Coluche, parce que Coluche était le seul. Maintenant, on a eu un panel après, dans les années 2000 jusqu'à 2025, là, un panel qui se permettent des choses, mais actuellement, je pense que mon Coluche se ferait saccager sur les réseaux sociaux. Je trouve que René a fait une analyse sérieusement là, très fine de l'esprit de Coluche, qui couvrait un plan très général. Nicolas veut réagir. Pardon. Nicolas, on vous écoute. Oui, non, mais effectivement, c'est ce qu'on disait par rapport aux réseaux sociaux, sur ces sketchs, les faits de la façon de parler, quand il parlait aussi des immigrés ou des noirs, des choses comme ça. Il aurait très bien pris, des balles perdues aussi sur les réseaux, et on aurait tenté aussi de l'attaquer là-dessus, quoi. C'est sûr et certain. Ah non, mais c'est sûr qu'il y a certains sketchs de Coluche aujourd'hui qui passeraient plus. Alors, je suis pas sûr. Et arrêtez. Moi, j'avais les 45 tours de Coluche à l'époque parce que j'étais un fan de Coluche. Moi aussi. Quand il dit maintenant avec mon copain René, un ancien d'Algérie, avec ma femme, on a pris un berger allemand parce que vous savez, avec les immigrés, tout ça. Aujourd'hui, mais un sketch comme ça, vous pouvez plus le faire. Je crois parce qu'il avait un. Non, moi je trouve. Personnellement, c'est mais parce que lui-même n'est pas. Voilà, n'est pas un anti-humaniste. Voilà, son personnage finalement. Effacer ce qu'on aurait pu voir comme excès, vous voyez. C'est pour ça que c'était un grand humoriste. C'était pas un humoriste en zone. Par contre, bien sûr qu'il se ferait critiquer sur les réseaux sociaux, mais comme tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, vous vous exprimez quelque chose, c'est exprimé. Mais même les médias n'inviteraient plus. Ah, je suis pas sûr. Non. Je vous fais le contraire. Chacun son tour. Oui, Bruno. Tiens, le père Jean-Marie Bigard, alors, ce dont on qu'elle a parlé des tweets, etc. Il a été mis totalement à l'écart. Non, Jean-Marie Bigard, c'est un sacré comique. C'est le seul qui a rempli le Stade de France, excusez-moi. Oui, non, d'accord. Ça n'est pas comparable. Non, mais attendez, excusez-moi, Bruno. Moi, j'aime bien Bigard, mais Bigard, il a un peu des fois débordé sur des choses un peu complotistes. Les tours jumelles, etc. Voilà, plein de choses qui ont été Coluche, non. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est dommage.
moi, je voulais en faire mon seul contre tous, mais je le ferai peut-être une autre fois. Moi, je serais même aujourd'hui, vous voyez, pour la pantonisation de Coluche. Il exagère pas. Je le ferai la prochaine fois. On va faire réagir Nicolas. Nicolas, vous pensez que notre ami René Chiche a pris un coup de chaud pour vous voir la panthéonisation de Coluche ou pas? Panthéoniser, quand même pas jusque-là, mais... Je peux pas expliquer, mais bon. Il veut préparer la sienne. Donc Nicolas, on vous écoute. Oui, non, de là à panthéoniser Coluche, peut-être pas jusque-là, parce qu'on ne sait pas comment il aurait pu évoluer avec les années. Mais c'est vrai que il a toujours été, voilà, il a vraiment dit toujours ce qu'il pensait et ça restait toujours politiquement correct. C'est vrai que vous êtes en train de parler de Bigard, c'est vrai qu'à certains moments, il a quand même été très borderline. Soyons francs, Bigard est quand même sur les, je vais appeler ça l'humour en dessous de la ceinture, beaucoup plus trash que n'a jamais été Coluche. Coluche était quand même de l'humour sur les politiques, sur les Belges, sur les Suisses, sur les Français, sur les homos, sur les, etc. Mais c'était jamais aussi trash que Bigard au niveau... Et mon cher Philippe, n'oubliez pas une chose, imaginons qu'il soit encore heureusement parmi nous et qu'il continue à faire rire, il bénéficierait de la plénitude de sa personnalité. Voilà. Vous imaginez quelqu'un qui oserait le vomir aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il aurait 80 ans. Il aurait 82 ans. Voilà, il aurait 82 ans cette année. Il serait d'ailleurs non seulement un humoriste, mais d'ailleurs, à mon avis, il serait plutôt un acteur. Voilà. Plutôt acteur. Vous savez, mon cher Philippe Bilger, on n'a plus de respect pour siffler la Marseillaise, donc on aurait... Je voudrais vous poser une question à tous. Malgré votre intelligence, c'est pas tout à fait le même J'ai revu à la télé, Nicolas, il y a 3 jours, je crois. J'ai revu L'aile ou la cuisse, un film qui a 50 ans, où Coluche avait la vedette avec De Funès. C'est sûr. Et quand même, c'était son premier vrai film ou grand film. Oui. Et moi, j'ai trouvé qu'il avait vraiment... Alors après, il y a eu des rôles plus dramatiques, évidemment, comme Ciao Pantin. Mais L'aile ou la cuisse, je trouve qu'il était très bon dedans. Avec Agnès Sorel. Aile ou cuisse? Non, moi, les deux. Non, mais je suis plus cuisse au niveau poulet. Coluche, en tant qu'acteur, était excellent. C'est un bon acteur, oui. Le duo avec Agnès Sorel, là, sur Ciao Pantin. Il devait jouer le rôle de... Il devait jouer dans Jean de Florette. Il devait jouer dans... Jean de Florette, oui. Et que il est décédé. Non, c'est pas ça. C'est que Montand n'a pas voulu que Coluche tienne le rôle, parce qu'il considérait que Coluche allait lui faire de l'ombre. Comment? Il allait lui piquer la vedette. Exactement, allait tirer la couverture. Voilà, exactement. Et donc il a exigé de Claude Berry, le réalisateur, de ne pas prendre Coluche, alors que Coluche avait fait les essais, hein. Alors, on a même vu les rushs des essais de Coluche. Il aurait joué Hugolin, c'est ça? Il aurait joué. Et donc finalement, ils ont été contraints de prendre Daniel Auteuil. Auteuil, qui est très bon. D'accord, qui est très bon. Et à mon avis, aujourd'hui, Coluche, il aurait un théâtre, à mon avis, où il aurait peut-être même un média. Il aurait peut-être un média. Hein. C'est comme Claude François, qui lui aussi aurait eu quelque chose comme ça, des gens... Qui aurait une chaîne de télé, tout le monde le dit. Non, franchement, c'est quelqu'un de... Alors, quand je disais panthéonisation, je m'expliquerai plus profondément une prochaine fois. Je expliquerai pourquoi. Oui. Mais franchement, non, mais... C'est une cause désespérée. Moi, je reste sur l'avis que ces grands comiques, des proches d'ailleurs aussi, pareil. Oui. C'est un très bon exemple. Ouais, alors, il est moins trash que Coluche, quoique... Et moins trash que Jean-Marie. Des proches pouvaient être assez trash. Hein. Moi, j'ai un paquet de citations en tête. Mais je pense que ces gens-là, moi, se feraient démolir à outrance sur les réseaux sociaux. Bigard est grossier. Les autres ne le sont pas. C'est vrai. Pardon de... Non, c'est vrai. Un peu une question à tous. Nicolas, est-ce qu'il y a un sketch de Coluche qui reste dans votre mémoire, que vous aimez particulièrement? Oui, c'est surtout l'anecdote on m'a demandé de cueillir des cerises avec la queue, c'est déjà difficile avec les mains. Très bonne citation. Il y a des citations que vous avez gardées, Philippe Bilger? Moi, je pense, je suis pas doué. Le Schmilblick, là. Oui, le Schmilblick, évidemment, avec Guy Lux. Ça dure un temps. Écoutez, moi, c'est son tout premier sketch qui me fait toujours hurler de rire, c'est l'histoire d'un mec. Ah oui. Ou alors vraiment il réussit à nous tenir en haleine avec rien du tout. Avec ses histoires d'un mec. C'est les CRS arabe. C'est énorme. Ou alors l'histoire, Philippe, vous qui avez de la mémoire, où il parle des sources autorisées. Oui, ça j'ai oublié. Alors moi, il y en a un, je fais beaucoup moins bien que n'importe quoi, que Cécile de Bénibu, j'allais dire Louis de Funès. C'est le Belge, quand il dit avec ma femme, nous arrivons pour aller à Calais, nous arrivons, il y a marqué pas de Calais, on a fait demi-tour. Et qu'il avait dit, en Belgique, on a arrêté le water polo, on avait noyé tous les chevaux. Le sketch Le Belge de Coluche est vraiment excellent. On salue nos amis belges, on salue Nicolas de Cambrai. Cambrai, c'est pas très loin de la Belgique. Vous êtes à combien? 70 km, c'est ça à peu près? C'est ça à peu près, oui. Eh bien écoutez, parfait. Merci Nicolas de votre fidélité. La preuve qu'on écoute Sud Radio aussi au nord dans quelques instants.
la petite phrase du jour. Ce sera François-Xavier Bellamy qui était ce matin sur Sud Radio au micro de Maxime Liédo. Sud Radio. Parlons vrai. Philippe Bilger, René Chiche et Bruno Pomar. Et c'est maintenant la petite phrase du jour. Les vraies voix Sud Radio. Si je vous propose le sujet « Sifier la Marseillaise, c'est un droit à la réplique populaire », qu'est-ce que vous répondez ? Ceci n'est pas un sujet. C'est la déclaration, pour remettre dans le contexte, du maire de Seine-Saint-Denis, Bali Bagayoko, exactement. Non mais, il n'y a, je crois qu'en France, qu'on peut imaginer qu'un maire de la République qui porte l'écharpe tricolore donne une justification au fait de siffler l'hymne national. C'est le signe profond que la France insoumise aujourd'hui choisit en réalité de combattre contre la France elle-même, contre ce qui nous réunit. Et je pense qu'il y a dans cette déclaration quelque chose qui est bien sûr d'une immense gravité. C'était François-Xavier Bellamy, eurodéputé Les Républicains, ce matin au micro de Maxime Liédo sur Sud Radio. Philippe Bilger. Il a totalement raison et j'aime beaucoup François-Xavier Bellamy, d'abord parce qu'il est extrêmement intelligent. Il est à droite. Et il est très courageux. Et contrairement à certaines polémiques le concernant, il sait ce qu'il dit et il maintient ses positions contre vents et marées en France et en Europe. Et j'ai beaucoup apprécié ce qu'il dit, qui n'est pas objectivement très original en l'occurrence, mais il a raison. Oui, là on ne peut qu'approuver quand même ce que vient de dire François-Xavier Bellamy. Mais je trouve que Bali Bakayoko est en train de prendre le melon. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais il veut intervenir sur plein d'émissions. Et il est jamais dans sa mairie, hein. Il est jamais dans sa mairie, exactement. Alors ça, je sais pas, j'ai pas sur mon emploi du temps. Non, mais il est extrêmement présent dans les médias. Il veut intervenir. Mais c'est pas le seul qui soit très présent dans les médias. Non, mais quand tu diriges une ville de 150 000 habitants, non, mais voilà, Nathalie, il vient d'arriver, maire de Saint-Denis, une ville quand même qui a des difficultés, etc. Beaucoup. Il est partout et on a l'impression que finalement maintenant ce qui l'intéresse c'est de devenir un peu le futur successeur de Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est ça. C'est l'impression que ça donne. Oui. Donc le fait que sa sortie sur l'hymne là, mais c'est quand même d'un degré zéro. Bruno Pomar. Vous qui encadrez des jeunes à qui vous enseignez la citoyenneté, le patriotisme, etc. C'est un scandale. Mais ce personnage est hors de la République. Moi j'ai été maire, je respecte la République, je respecte la Marseillaise. Jamais à un seul instant je me dirais c'est une réplique populaire. Non mais mais il est barjot le mec ou quoi ? Et à chaque fois c'est la même méthode. Mélenchon soft, il lance une provocation. C'est ça. Et ensuite il se rend compte de ce qui se passe, il revient un petit peu en disant comprendre ça n'est pas justifié. Voilà. C'est la technique, bien sûr. C'est la technique de la France insoumise, de l'idéologie de Mélenchon qui briefe ses équipes comme ça. Et d'ailleurs Bakayoko c'est bien lui qui avait dit qu'en cas de victoire du Rassemblement National, on pourrait avoir une insurrection. Alors c'est pas le seul, parce que non mais c'était celui qui a été le plus médiatisé. Mathilde Panot l'a dit. Mathilde Panot l'a dit. Aurélie Trouvé l'a dit. Pas plus tard que cette semaine. Beaucoup l'ont dit. Mais je crois que c'était le premier à l'avoir dit. Non, mais je crois pas. Je crois que c'est Mathilde Panot. En tous les cas, il a été mis en lumière avec cette phrase. Franchement, plus que Panot Trouvé. Le politburo, les fistes donnent des éléments de langage. Ils les répètent tous derrière. Ils inventent rien. C'est des mulets. Et l'insurrection populaire, il est revenu un petit peu dessus. C'est à chaque fois pareil. Merci à tous les trois. On n'a plus le temps. Merci Philippe Bilger, merci René Chiche, merci Bruno Pomar pour ces excellents moments. Tout de suite, on retrouve l'animateur. Remarquable. Je ne vais pas remercier tout seul. Erskine David. Tout de suite, on retrouve Thomas Binet pour les incontournables de la copropriété. Quelques idées de réforme de la loi qui régit les copropriétés.